Bonjour à tous, je suis Benjamin Stanislas. Je vous remercie d'assister à ce troisième webinaire d'une série de 3 consacrée à l'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise. Les deux premiers, le premier a été consacré à l'intelligence artificielle et la culture d'entreprise et comment essayer de rapprocher ces deux aspects-là pour une bonne intégration. Le second a été consacré à la contextualisation de l'intelligence artificielle, donc plutôt que d'en faire un grand sujet, vraiment le cibler sur des projets métiers très spécifiques. Et le troisième aujourd'hui est consacré au retour d'expérience réussie, et donc je suis très heureux d'accueillir Johan Barbier, qui a une longue expérience et dont il nous parlera. Et son expérience actuelle est celle d'un responsable du laboratoire d'innovation d'Alten à Sophia Antipolis. Et il consacre un certain nombre de projets à la donnée et notamment à l'intelligence artificielle. Je vais prendre encore quelques minutes avant de lancer le webinaire de façon à ce que tout le monde puisse nous rejoindre, puisque par expérience, il y a souvent quelques retardataires qui ont du mal à se connecter ou qui prennent un dernier café. Bonjour à tous, bonjour Benjamin et encore un grand merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir. Donc, on va avancer. Je le répéterai, mais donc là, vous avez un support. Le support sera téléchargeable d'ici 2 heures environ. Donc, vous pourrez vous reconnecter et d'une part télécharger le support PowerPoint, qui est en fait un PDF, et aussi télécharger le replay. Par ailleurs, dans le cours de ce webinaire, 2 sondages vous seront proposés, donc vous pourrez y répondre. Et puis, de toute façon, vous aurez aussi accès aux résultats. Donc, je lance maintenant le webinaire consacré donc à l'intégration de l'intelligence artificielle et au retour d'expérience réussie. Donc, déjà, Johan, 2 petites questions. Est-ce que d'un mot, on peut préciser quels sont les freins à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises? Oui, alors il y a de nombreux freins, mais en tout cas, celui qui me vient à l'esprit et que j'ai pu constater de manière très pratique, c'est d'abord un frein psychologique. Parce que dans l'inconscient des gens, en fait, quand on va travailler sur l'intelligence artificielle, il y a à la fois le volet intelligence, et donc cette capacité à mimer l'humain et donc à prendre la place de l'humain dans son contexte professionnel, et à la fois toute cette partie automatisation qui amène plus de productivité. Et donc, c'est le plus gros frein pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce côté psychologique, cette peur que les produits qu'on va développer fassent bouger un petit peu nos emplois. Et effectivement, ce sont les collaborateurs qui sont en première ligne et qui représentent ce plus gros frein. Et alors, est-ce que d'un mot, quelle est la bonne direction pour trouver des solutions et pour lever ces freins et permettre une bonne intégration de l'intelligence artificielle? Comme toujours, c'est replacer le collaborateur au centre. Déjà, c'est le faire adhérer. C'est-à-dire qu'on parle d'incompréhension, de freins psychologiques. En faisant adhérer le collaborateur, on le met dans une posture où il va comprendre le contexte et donc plus facilement se projeter. Et puis, évidemment, aller plus loin, c'est-à-dire l'accompagner dans son évolution professionnelle, au-delà juste de déclarer, d'affirmer que ça ne changera rien. C'est vraiment l'accompagner par la mise en place de la GPEC au sein des entreprises pour réussir à le projeter et lui permettre d'évoluer si effectivement l'intelligence artificielle trouve une place qui fasse bouger un petit peu son périmètre et ses frontières. Donc, je retiens 2 mots, le faire adhérer et surtout l'accompagner pour que l'intégration de l'intelligence artificielle se fasse de concert avec l'évolution de carrière de chaque personne qui se sentait menacée à un moment donné. Alors, exactement. Je retiens ces 2 mots, j'avance. Alors, donc, je vous ai présenté les 2 précédents webinaires et celui-ci, donc c'est une série de 3. Il ne faut pas moins de 3 webinaires pour traiter un problème, à notre avis. Donc,
le webinaire, d'une part, je vais très rapidement vous présenter le groupe Dièdre et son positionnement. Ensuite, nous aurons des retours d'expérience de ces retours d'expérience multiples, nous allons tirer un modèle vertueux d'intégration. J'aurais dû mettre intégration au pluriel parce qu'il s'agit aussi bien d'intégrer l'intelligence artificielle que les personnes et les carrières au sein des entreprises. Très rapidement, le groupe Dièdre, il existe depuis 2017. Simplement, je fais ce métier de conseil au sein des organisations depuis les années 90, 96 pour être exact. Et donc là, il y a un certain nombre de clients que j'ai pu avoir dans les années 90, 2000 et aussi actuellement au sein du groupe Dièdre. Le mot, je dirais, le fil conducteur, c'est d'avoir une approche sociétale des phénomènes en organisation. L'organisation, ce ne sont pas seulement des chiffres et des compétences, on va y revenir, c'est aussi la prise en compte d'un certain nombre de mouvements sociaux. Mais j'y reviendrai plus avant. Et le groupe Dièdre aussi construit une R&D en sciences humaines, parce qu'il y a beaucoup de recherches dans ces sciences-là qui sont nécessaires pour comprendre les grands mouvements et pour mieux intégrer les carrières et pour mieux faire vivre les organisations qui sont des organisations humaines avant tout. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans une performance opérationnelle qui s'obtient par l'utilisation d'outils et par la prise en main effective. Donc, un schéma plus clair. Donc, vous voyez que pour qu'on ait une véritable performance opérationnelle, il faut que les outils soient vraiment adaptés aux objectifs. Il est nécessaire donc de les préciser. Il faut aussi que ces outils soient pris en main par des gens qui sont compétents et qui se sentent en autonomie suffisante pour prendre en main ces outils-là. J'ai rajouté 2 axes. Un axe orange, puisque cette adaptation des outils doit être soutenue par une véritable organisation du travail qui existe, qui doit se modifier au fur et à mesure des évolutions des outils technologiques et des méthodes. Et de la même façon, les personnes peuvent prendre en main, les salariés, les parties prenantes peuvent prendre en main les outils seulement si la culture d'entreprise soutient aussi tout cela. Ce n'est pas exactement le propos, mais c'est donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, 2 retours d'expérience du groupe Dièdre. Le premier, c'est le cas de l'intégration de l'intelligence artificielle au sein d'un groupement immobilier. J'en ai fait un podcast, vous avez le lien, donc dès le téléchargement, vous pourrez accéder à ce podcast qui dure environ 7 minutes et qui précise comment on a réussi à intégrer de l'intelligence artificielle au sein d'un groupe immobilier alors que nous avions beaucoup de freins très irrationnels au début. Le deuxième retour d'expérience est en fait un retour de plusieurs expériences dans le domaine de la gestion des carrières. J'ai aussi une carrière de recruteur et donc quand l'intelligence artificielle est arrivée, on a beaucoup parlé de L'Oréal notamment qui ont intégré ces outils-là pour matcher vraiment les compétences des candidats avec les postes. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de GPEC qui matchent les compétences, les hard skills, les soft skills, donc compétences techniques et personnalité, avec ce qui est attendu dans l'entreprise ou avec des fiches de poste. Mon expérience, c'est que ça ne marche pas. Le matching ne marche pas pour 2 raisons. D'abord, il offre des postes à très court terme. Donc, on fait matcher une compétence avec un poste, mais ça n'offre que de perspectives à court terme. Et donc, les salariés en ont bien conscience et n'adhèrent pas à ce système de matching automatique. Et le second point, c'est que ça ne tient pas compte des évolutions sociétales. Qu'est-ce que c'est qu'une évolution sociétale? C'est la prise en compte des grands mouvements sociaux. Les gilets jaunes, MeToo, la perte de sens, etc. Et donc, aujourd'hui, on parle énormément de gens qui sont désengagés de l'entreprise. On oublie, c'est-à-dire que les gens, nous tous, avons été très éprouvés ces dernières années et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Sur ces épreuves,
que l'on a tous traversées, qui modifient notre façon de travailler, qui modifient nos perspectives de carrière et nos envies. Et la grande difficulté, c'est que ça ne se mesure pas. C'est qu'on ne peut pas mesurer la fatigue ou le sentiment d'injustice ou la très forte incertitude dans laquelle les gens parfois se retrouvent. Et ce sont toutes ces choses-là très difficiles à mesurer, mais dont il faut tenir compte pour créer une véritable GPEC. Donc, mon expérience aujourd'hui ne consiste pas seulement à faire du recrutement ou de l'accompagnement. Il m'arrive aussi que mes clients du recrutement fassent appel à moi pour que je puisse les accompagner alors qu'ils ont déjà trouvé des candidats, déjà entamé un processus de recrutement très avancé, pour que je les aide à affiner leur discours, puisque leur discours est aujourd'hui très technique. C'est typique d'une anxiété qu'on vit tous, où on essaie de se focaliser sur des éléments concrets, mesurables, et donc c'est ce qui transparaît du discours, alors qu'à un moment donné, les gens attendent plutôt du sens, des valeurs. Quelles sont les valeurs d'entreprise? Quelle est l'histoire? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une société? Est-ce qu'il y a une histoire? Les gens attendent ça pour pouvoir s'engager dans l'entreprise. Donc, voilà mon premier retour sur l'intelligence artificielle et la GPEC qui me semble pas complètement opérationnelle. Maintenant, Johan Barbier va se présenter, puis je lui laisse la parole pour qu'il nous parle, lui, de ses retours d'expérience. Oui, merci Benjamin. Donc, en trois temps, j'ai baigné essentiellement toute ma carrière dans l'innovation et notamment l'innovation digitale. Et ce, avec une double vision, une vision de l'ingénieur, mais aussi de celui du chercheur. Donc, l'ingénieur va plutôt intégrer, le chercheur va créer les briques à intégrer. Et cette double vision, en fait, elle se fait de concert avec à la fois de la théorie, mais un sens très pratico-pratique, une connaissance de l'utilisateur final. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, tout au long de ma carrière, de m'intéresser surtout à l'IA, qui, en fait, par nature, fait ce lien entre la technologie, la science et des applications très, très pratiques. Voilà, donc là, aujourd'hui, après avoir monté une start-up, avoir accompagné une coopérative agricole dans sa transformation digitale, j'ai rejoint le monde des entreprises de services numériques, des ESN, en tant que CTO dans une première expérience et directeur d'incubateur, et aujourd'hui chez Apten comme directeur d'un lab d'innovation, et je suis en charge des gros programmes autour de la data et de l'IA. Alors, pour faire un petit peu le lien avec ce que Benjamin a expliqué, je vais vous parler de ce qui s'est passé un peu dans cette phase de ma vie où j'ai accompagné une coopérative agricole qui était un milieu où c'était finalement en pleine restructuration. Chacune des entités se sont regroupées. Donc, quand je suis arrivé dans une phase de consolidation, où finalement le résultat, c'était une belle ETI de 1200 personnes et à peu près 150 millions de chiffre d'affaires dans le domaine de la génomique bovine, avec comme client la plupart des éleveurs, avec un positionnement parmi les leaders au niveau Europe. Pour autant, le digital n'était pas complètement développé, et donc je suis arrivé sous l'angle de la data dans un premier temps pour les aider à organiser la data, puis dans un deuxième temps, j'ai monté un lab d'innovation pour accompagner le groupe dans sa vraie transformation, à la fois interne et côté cœur business, pour finir à la DSI, pour les aider à propager cette innovation dans les systèmes d'information. Et donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est deux expériences un petit peu opposées. Donc, quand je suis arrivé à la DSI, donc changement de technologie qui permettait de supporter les nouvelles innovations, notamment l'intelligence artificielle dans sa composante à la fois d'architecture de collecte de données, mais à la fois aussi dans sa capacité de calcul. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un DSI déjà en phase d'un plan 3-5 ans et qui menait déjà une partie du changement. Et très clairement, on s'est retrouvé dans un cas où presque dans certaines équipes, un tiers des effectifs partaient. Et donc, la première analyse, c'est qu'on avait oublié de remettre le collaborateur au centre
et tout simplement parce qu'on ne les avait pas projetés dans cette évolution. Donc là, je vais vous parler dans un deuxième temps d'une expérience que j'ai pris un petit peu à l'envers autour du lab d'innovation. Dans ce lab d'innovation, en fait, on a pris les choses en remettant le collaborateur au centre. Donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, on va amener dans le domaine de l'élevage des outils d'aide à la décision pour l'éleveur. Or, le métier de la coopérative à laquelle j'appartenais était justement d'aller dans les élevages pour conseiller l'agriculteur. Donc, le métier de nos techniciens, qui était de niveau bac, bac-2, bac+2, était essentiellement centré sur le conseil à l'éleveur. Et donc, quand on a commencé à monter un lab et de se poser la question de mettre des outils digitaux d'aide à la décision, de suite, la réaction première, et celle que j'ai évoquée en propos liminaire, c'était une réaction complètement émotionnelle en se disant, attention, on n'est pas forcément qualifié, on a pris un métier, on le fait très bien, mais pour autant, si des outils digitaux permettent de faire la même chose, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc, pour pouvoir pallier un petit peu cette crainte, lors du montage de ce fameux laboratoire, j'ai regroupé au sein de cette entité à la fois des data scientists, des gens très théoriques qui avaient fait des maths, qui n'étaient pas du tout du milieu agricole, des architectes des systèmes d'information pour s'approprier le cloud, et des gens du métier qu'on avait évolué. Alors, évidemment, tous n'étaient pas complètement ouverts à venir rejoindre l'équipe. Et puis, on a trouvé un profil un petit peu particulier d'un technicien qui avait un niveau BTS, très au fait du digital et qui, lui, avait déjà commencé à évoluer depuis le conseil à l'éleveur jusqu'au conseil d'équipements digitaux, des petits capteurs qui mettaient sur les queues de la vache, notamment pour pouvoir prévenir quand elle mettait bas. Et donc, ce technicien-là, en fait, a été quasiment l'adjoint de ce laboratoire en représentant le côté métier. Et donc, on a fait évoluer nos process pour remettre là encore le collaborateur, mais aussi l'utilisateur au centre. Donc, on est allé dans des méthodologies qui nous ont permis d'embarquer dès les phases de création, de comprendre l'utilisateur et de le faire réfléchir avec nous. Et c'est un des facteurs clés de succès, c'était la conjonction de cette connaissance métier qui a permis de décrisper un petit peu les relations. En parallèle, l'ARH qui anticipait les évolutions de compétences et en même temps, le business qui faisait évoluer son offre. Donc, en fait, au-delà de la transformation purement technologique, la transformation individuelle, on a été obligé de repenser un petit peu l'organisation de l'entreprise pour permettre d'aborder en fait ces trois points en parallèle. Et donc, ce qui changeait aussi, c'est qu'on a demandé aux utilisateurs de participer. Donc, le syndrome de « c'est moi qui l'ai fait » a permis de les faire passer d'une posture de complètement réfractaire à complètement supporteur. Et donc, on les a accompagnés, on les a formés, on a fait des petites sessions de sensibilisation à l'IA pour leur permettre de comprendre un petit peu vraiment les sujets à la fois théoriques, mais aussi les impacts que ça pouvait avoir sur la vie de tous les jours. Et donc, on en a passé, on était à peu près à 70% de réfractaires, et on s'est retrouvé avec donc 70% de réfractaires, une vingtaine de pourcents de ventre mou et puis 10% de supporters. On a réussi à passer à peu près à la barre des 20 à 25% de supporters et en augmentant le ventre mou pour n'avoir qu'à la fin plus qu'une 30% de réfractaires. Donc, ce qui est plutôt normal quand on fait des transformations, quelles qu'elles soient. Et donc, cela nous a permis de développer des nouveaux usages, mais aussi des nouveaux business qui nous ont permis de continuer notre structuration dans notre écosystème, puisqu'on a travaillé sur une grosse plateforme de R&D autour de la donnée. Et là, en fait, la transformation, elle s'est faite autour des acteurs qui étaient, alors pas concurrents, mais complémentaires sur la chaîne de valeur. Et on est allé les voir en leur demandant de partager leurs données. Donc là, tout pareil que nos collaborateurs en interne, grosse levée de bouclier. Et donc, il a fallu vraiment sensibiliser, expliquer un petit peu le gain que pouvait avoir
je dirais, au niveau systémique de se regrouper pour pouvoir partager les données. Donc, on est allé vraiment de manière très progressive en remettant toujours l'humain et en traitant d'abord les freins avant de trouver des solutions technologiques ou d'organisation. Donc, ce qu'on entend, c'est que ce que Johan nous raconte, ce que tu nous racontes, Johan, c'est que finalement, il y avait des techniciens qui étaient des techniciens agricoles, dont le métier était de conseiller des éleveurs sur la meilleure façon d'inséminer les vaches, et qu'on leur a proposé de l'intelligence artificielle pour remplacer leur métier. Naturellement, grosse frayeur et démission. Et plutôt, alors, et après, il y a deux mouvements. D'une part, de leur dire, l'IA, effectivement, va réaliser cette tâche, mais vous allez aider les agriculteurs à appréhender mieux cette intelligence artificielle. Donc, votre rôle est un petit peu un méta-conseiller. Mais d'autre part, ils sont entrés au sein du laboratoire. Et donc, ce faisant, quand ils entrent au sein du laboratoire technique, je veux dire un agriculteur, un conseiller agricole qui entre au sein d'un laboratoire d'intelligence artificielle. Et grâce à ça, les data scientists et les métiers se sont rencontrés, ont fusionné, si on peut dire, les compétences. Et donc, le technicien agricole a vu son métier changer et a vu ses perspectives changer. C'est cela. Exactement. Et ça, en fait, on le voit au niveau personnel. Et parce que justement, on a fédéré, on a embarqué, on a mis des étages qui faisaient le rouage et la fluidification de l'information, de l'explication. Mais ça, on l'a vu aussi au niveau business. Donc là, on le voit au niveau RH. Au niveau business, c'est exactement le même cercle virtueux. C'est-à-dire par l'interaction entre les gens du métier et les data scientists, on a créé des nouveaux usages auxquels on n'avait pas du tout pensé ni l'un ni l'autre. Mais c'est à travers ces échanges où le data scientist dit « Tiens, je pose une question de béotien, est-ce que c'est possible ?» Évidemment, on est un peu à côté de la plaque, mais le technicien métier va dire « Ah oui, non, mais ça me fait penser à quelque chose. » Et ainsi de suite, on itère de manière très rapide pour faire émerger des nouveaux usages qui, individuellement, n'auraient pas pu naître dans la tête d'un data scientist ou même d'un technicien seul. Ces nouveaux usages nous ont permis, en fait, d'amener des nouveaux outils de la décision et donc des nouveaux business qui ont créé plus de valeur pour les éleveurs. Et donc, créant des nouveaux business, on a pu collecter aussi plus de feedback des utilisateurs, améliorer notre connaissance client, finalement, par l'intelligence artificielle, en développant l'intelligence artificielle. Et finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour pouvoir délivrer ces nouveaux services, il a fallu revoir complètement notre organisation en interne, à la fois par la création d'un lab qui n'existait pas, ce qui était assez nouveau et assez disruptif. On a même eu la première, en moins de 3 mois d'existence, on a pu développer ce gros projet de plateforme commune avec nos partenaires. Donc là, on a fait un peu de politique. Et en même temps, on a créé le futur écosystème où les gens allaient créer entre partenaires des nouvelles offres communes. Donc, ça a fait bouger les frontières de comment on travaillait en interne, mais aussi comment on travaillait en externe avec nos partenaires. Donc on n'a pas un cercle vertueux, mais on en a deux. Le premier, c'est celui qui apparaît, c'est-à-dire qu'avec une nouvelle organisation, c'est-à-dire celle qui est dans le laboratoire entre métier et data scientist, on crée de nouveaux algorithmes auxquels tout le monde participe. Tu avais parlé de l'amélioration de la qualité du lait, donc il n'y a plus seulement l'insémination. Or, cela, ça n'existait pas avant. Donc, à un moment, les métiers disent mais peut-être qu'on peut travailler sur quelque chose sur lequel on n'a jamais travaillé, puisque vous avez de la donnée, il y a de la puissance, on le teste. Réalisation de nouveaux algorithmes. Nouveaux algorithmes, c'est de nouvelles connaissances. Et les nouvelles connaissances, c'est de nouvelles compétences. Et de nouvelles compétences, c'est de nouvelles carrières. Mais aussi, nouveaux algorithmes, c'est de nouveaux services. Et de nouveaux services, c'est un tout nouvel environnement. C'est pour ça que… Excuse-moi, Benjamin, oui, effectivement, pour illustrer, tu fais bien de revenir à des illustrations très pratico-pratiques. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, l'éleveur avait utilisé son téléphone portable tout au long de la journée, puisqu'évidemment, il est dans les champs.
Et du jour au lendemain, on lui a mis à disposition un chatbot pour interagir avec lui. Cette nouvelle interface lui a permis de piloter à la voix et d'aller typiquement trouver le bon taureau pour sa vache au moment où il constate dans le champ que sa vache est en chaleur. Et donc, à ce moment-là, il doit prévenir le technicien qui doit passer dans un temps très court. On a eu des applications, effectivement, de gain de productivité, de qualité du lait, où finalement, quand toutes les vaches déversent le lait dans un gros réservoir, chacun avec son niveau de qualité, on était capable d'identifier la vache qui amenait un niveau de qualité moindre par son état de santé ou en état de fatigue qu'on pouvait déceler. Donc, c'est toutes ces applications-là qu'on a agrégées dans un écosystème avec des interfaces très, très simples. Et la notion de chatbot, elle n'est pas anodine. C'est ce qui va nous attendre demain, nous, dans les entreprises. C'est cette interface naturelle qui va nous permettre de piloter à la voix typiquement des outils métiers, changer la façon dont on va travailler dans les entreprises et finalement aider les différents conseillers dans leur métier à être plus productifs. C'est-à-dire qu'on se retrouvera non pas à remplacer le conseiller, et ce n'est pas ce qui s'est passé non plus, mais vraiment faire évoluer son métier, comme tu disais, sur un méta-expert. Très bien. Et alors, bon, là, on a beaucoup parlé d'un retour d'expérience agricole. On l'a choisi précisément parce qu'il semble très éloigné des enjeux ou des impacts que peut avoir l'intelligence artificielle qu'on trouve souvent dans les SI. Mais on voit que même sur le terrain, il y a des enjeux avec des freins et pourtant des vraies améliorations. Le modèle qu'on vous a décrit, finalement, est un modèle très solide parce qu'il intervient sur les 3 niveaux. Premièrement, si on regarde en bas, c'est le niveau des carrières. Donc, au niveau individuel, on s'adresse aux gens, on leur donne des nouvelles compétences, donc on s'adresse aux métiers et aux compétences. Le niveau intermédiaire, c'est qu'il y a des nouvelles collaborations. Par exemple, quand on met de la donnée, il y a qui gère la donnée? Le SI, la partie data, la partie métier si c'est du marketing. Donc, il y a à un moment donné, toutes les personnes qui doivent travailler de façon collaborative d'une nouvelle façon. Donc, il y a des nouvelles façons de travailler, donc une nouvelle organisation qui se forme. Et au-dessus, c'est ce que tu as décrit, je dirais un niveau méta-organisationnel. Soudain, on se dit, mais peut-être qu'on a de nouveaux partenaires, on peut retravailler, on peut faire un consortium européen, on va avoir plus de données. Si on parle de la qualité du lait, peut-être qu'on va travailler aussi avec les distributeurs, avoir des retours des clients. Donc, à un moment, le champ sectoriel devient beaucoup plus large à la faveur de l'intégration de l'intelligence artificielle et de la production de nouveaux résultats. Ces résultats pouvant être peut-être des connaissances, voire même des compétences. Et pourquoi est-ce que ce modèle est vraiment solide et vertueux? C'est que si on regarde un petit peu, le problème que nous avions posé au début et que tout le monde aujourd'hui constate, c'est la démission des gens, le manque d'implication ou alors le fait que les gens démissionnent parce qu'ils se sentent complètement dépossédés de leur métier. Alors là, si on regarde en bas, le personnage ne va plus se sentir dépossédé de son métier, mais au contraire, on va s'intéresser à son métier et on va le faire entrer dans un labo, on va le faire travailler de façon collaborative. Donc, sa carrière va être un petit peu, peut être envisagée de façon différente, parce qu'il va avoir des nouvelles compétences. Mais ces nouvelles compétences ne valent que si, au niveau intermédiaire, elles sont vraiment, il peut vraiment les acquérir et les utiliser. Donc, l'IA produit de la connaissance, c'est des compétences. Quand il travaille de façon collaborative, ces nouvelles compétences le servent et enrichissent son expérience. Concrètement, le travailleur agricole, le conseiller agricole qui entre dans le laboratoire, il n'acquiert pas seulement de nouvelles compétences, il les échange. Et donc son rôle est beaucoup plus large. Il ne se considère plus comme un conseiller agricole, il se considère comme un conseiller agricole digital, voire comme un conseiller agricole connaissant les données. Donc, son rôle, son métier est plus large, mais son rôle est actif puisqu'il participe à la fabrication d'un algorithme. Son métier change. Et alors là, ça c'est vraiment ma partie. On a des référentiels métiers qui sont créés. On a des fiches de poste nouvelles qui sont créées et des référentiels métiers qui sont créés. C'est-à-dire que de conseiller agricole, il vient conseiller agricole digital.
Ils peuvent devenir aussi data steward, data owner dans le domaine agricole. Mais ce métier, puisqu'il devient une fiche métier et puisqu'il a un référentiel métier, il peut être utilisé par les nouveaux partenaires, c'est le dernier étage, les nouveaux partenaires qui sont des laboratoires, un consortium européen, une institution européenne, une administration. Et donc, ce conseiller agricole, fort de ces nouvelles compétences acquises et partagées et mises en œuvre, peut postuler à des nouveaux postes parce que ces postes existent et qu'ils ont été diffusés et que ces nouveaux partenaires, au niveau méta-organisationnel, si on peut dire, ces nouveaux partenaires prennent conscience qu'ils doivent dans l'organisation intégrer ces nouveaux métiers. Voilà pourquoi on a ce modèle qui est solide et vertueux, puisqu'il intervient sur les 3 niveaux et qu'on permet à ces métiers-là, donc à ces personnes, c'est au niveau humain, à ces métiers-là, c'est au niveau organisationnel et la création de services, de se répercuter à tous les niveaux. Voilà pourquoi, voilà comment ce modèle est aussi solide. Donc, pour un petit peu résumer, le grand problème, c'est quand on se focalise sur l'IA. Voilà, on va mettre de l'intelligence artificielle, ça modifie l'organisation, ça crée de l'anxiété parce que les gens se disent qu'est-ce que je vais faire demain? Et puis le métier que j'ai fait depuis 10 ans, finalement, il aurait pu être fait par de l'IA. Quelle valeur avait-il? Quelle valeur ce métier avait-il? Donc, les salariés quittent l'entreprise parce qu'il y a une organisation et souvent, on en parle beaucoup aujourd'hui, quittent le métier. On s'étonne aujourd'hui que les gens changent de métier, même à la fin de leurs études, ils ne poursuivent pas parce qu'ils perdent de sens. Il y a une perte de sens, c'est ça le sens, c'est la capacité d'agir sur un métier, sur un rôle bien spécifique. Ça, c'est le problème quand on se focalise uniquement sur l'IA. La solution que nous prenons, la solution que nous avons constatée et éprouvée sur plusieurs cas, est la suivante, c'est à nouveau d'intégrer le salarié sur les 3 niveaux. Il crée un nouveau rôle, on crée un nouveau rôle par des idéations. Là. Donc, quel que soit le métier, il change. Il y a des nouveaux projets de façon itérative. On tente des nouveaux projets, on intègre les gens. Donc, ils ont des nouveaux rôles, des nouveaux personas. La compétence, ce n'est pas seulement une compétence, ce n'est pas un matching. Il ne s'agit pas de matcher une nouvelle compétence. Vous êtes ouvrier agricole et en plus, vous savez gérer des données. Non, il s'agit véritablement de créer un nouveau métier par idéation. Le deuxième niveau, c'est qu'on donne la capacité d'agir. Oui. C'est-à-dire que cette compétence est obtenue, mais en plus, la personne va en user de cette compétence. Il va utiliser des ressources internes à l'entreprise. Il va participer à des projets. Il va négocier sa responsabilité. Sa responsabilité va s'étendre. À un moment, elle n'était que sur l'agriculture, peut-être un peu moins sur l'agriculture parce que c'est l'IA qui s'en occupe, c'est vrai, mais beaucoup plus sur la gestion des données, beaucoup plus sur la création de nouveaux services. Et donc là, je reste sur le même exemple, mais évidemment, ça vaut pour tous les exemples d'intégration de l'IA. Et après, évidemment, ça c'est très important, c'est essentiel à notre vie professionnelle, c'est que quand on a un nouveau rôle, on a un nouveau métier, on aime que ce soit reconnu. Et il est important que ce soit reconnu. Il est important qu'auprès de nos proches, on puisse dire, voilà, j'ai tel métier. Aujourd'hui, j'occupe tel rôle dans l'entreprise. Et ça marche parce qu'on en parle dans des journaux, parce qu'on en parle à la télévision, etc. Parce qu'il y a toute une diffusion. C'est la reconnaissance subjective de ce qui est attendu de cette personne-là dans le monde de demain. Voilà, il y a une généralisation du domaine, du modèle, à nouveau, sur les 3 niveaux, au niveau individuel, au niveau organisationnel, qui est la capacité d'agir, et au niveau méta-organisationnel, institutionnel, sociétal, comme vous voulez, et qui permet aux gens vraiment d'avoir une nouvelle carrière. À nouveau, l'IA devient donc un outil. Et ce qui est très important, puisqu'on parlait de GPEC, c'est un petit peu notre fil conducteur, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a une transformation organisationnelle, une transformation méta-organisationnelle, mais notre fil conducteur consiste à dire que toutes ces données-là servent à la GPEC. Il ne s'agit pas seulement des données concernant les métiers, le matching, des compétences, il s'agit d'un ensemble de données, d'un ensemble d'algorithmes qui vont créer de nouveaux services, créer de la connaissance
faire acquérir des compétences, rapprochement entre les métiers, création de nouveaux services, création du monde de demain, création juste d'autres possibilités de business et qui permet, ça c'est le plus important dans le monde difficile, dans le monde professionnel un petit peu difficile et anxiogène que l'on vit, c'est que les personnes peuvent désormais mieux maîtriser leur trajectoire de carrière. Les RH peuvent les maîtriser en interne par la GPEC, mais les personnes peuvent aussi avoir une vision sur le long terme de ce que sera la carrière. Pour reprendre l'exemple et conclure là-dessus, un conseiller agricole qui appréhende correctement l'IA, la puissance et le service voit sa carrière très différemment sur les 20 prochaines années que celui qui a pensé que l'IA était seulement un chatbot qui allait le remplacer. Alors, je vais illustrer ça, Benjamin, parce que le petit retour d'expérience qui me vient chaud, je repensais à mon adjoint au lab qui était jeune en plus, il avait la trentaine et qui était passé par conseiller en insémination, donc vraiment un métier très dur, voilà, où il avait vendu des équipements, puis qu'il avait rejoint le lab. Et aujourd'hui, on est en 2022, c'est à peine 5 ans après, il porte la transformation digitale au plus haut niveau, puisqu'il intervient avec un directeur qui, lui, a la légitimité, mais c'est lui qui travaille tout le plan de transfo digital, qui réfléchit aux nouveaux usages, à la fois pour l'entreprise, mais aussi dans le cadre du consortium, où il est devenu complètement référent sur ces aspects. On l'a même envoyé en formation diplômante sur ces aspects-là. Donc, ça a complètement retracé en fait tout son parcours de carrière qu'il n'avait pas du tout anticipé. Mais à l'aune de ses nouvelles compétences et de sa nouvelle spécificité, à travers les nouveaux métiers du digital, il a pu se retrouver sur un plan de carrière là où finalement son passage au lab aurait pu être un frein à son évolution sur, je dirais, un parcours un peu plus classique dans son domaine. D'accord. Et pour juste une petite conclusion, je reviens sur un slide sur la transformation, la performance opérationnelle. Vous voyez que sur la gauche, finalement, on a soit l'entreprise ne tient pas compte des nouvelles technologies et ne donne pas la possibilité aux gens de s'en saisir. C'est l'inertie de l'entreprise jusqu'à sa mort, elle perd des parts de marché, etc. Mais si elle tient compte uniquement des possibilités techniques, mais qu'elle ne donne pas la possibilité aux gens de s'en saisir, c'est le carré violet en haut à gauche. Là, il n'y a pas de prise en main. On force de façon inutile sur les accompagnements au changement, les e-learning, tout ce qu'il faut, tout le team. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? Démissions et des démissions et le fameux désengagement dont tout le monde parle. Donc, c'est la raison pour laquelle la technique, oui, et c'est justement cette technique qui n'est pas parallèle, qui ne doit pas se développer parallèlement à la capacité d'agir, mais de façon congruente ou de façon, si on peut dire, réciproque, les unes avec les autres. On monte un projet, on intègre une technologie en même temps qu'on modifie les carrières, puisqu'on a parlé de carrière de Bac+2, mais évidemment, quelqu'un qui a Bac+5, Bac+6 et 7 même, doit aussi voir sa carrière se modifier, puisque les métiers de demain, les secteurs de demain ne sont pas les secteurs d'aujourd'hui. Est-ce que, voilà, pour moi j'en ai fini. Johan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait effectivement le tour du sujet, en tout cas de mon côté. Je pense que le retour d'expérience que j'ai pu vous partager m'a fait voir un petit peu le bon et la mauvaise approche. Voilà, j'ai eu la chance de vivre ces deux-là en parallèle. Et donc, la conclusion me paraît évidente. C'est remettre le collaborateur au centre et l'accompagner. Une fois qu'on fait ça, la techno n'est qu'un prétexte ou un moyen pour pouvoir développer des nouveaux usages, faire des nouveaux business. Mais ça restera l'homme et le collaborateur qui portera ça au centre de l'organisation. Puisqu'il n'y a pas de questions et qu'on a encore quelques minutes, je vais revenir sur l'expérience que j'ai eue d'intégration d'intelligence artificielle dans un groupement immobilier. Je ne vais pas vous refaire les 7 minutes du podcast, mais en 2 mots, il s'agissait juste d'intégrer l'intelligence artificielle pour mieux calculer, pour mieux anticiper le coût de rénovation
de bâti historique. C'est intéressant, on le fait, il y a beaucoup de variables, c'est extrêmement compliqué et a priori, c'est un outil de gestion qui va améliorer la gestion, faciliter les calculs de la partie compta et puis ne pas faire de l'ombre aux architectes, aux artisans, parce qu'il y a des artisans, sur leur travail. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Le fait de mettre une intelligence artificielle a donné le sentiment justifié qu'on allait faire perdre de la valeur. L'intelligence artificielle ne pouvait pas rendre compte de la valeur intrinsèque d'un bien immobilier. Parce qu'un bien immobilier, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement un investissement. C'est aussi de la pierre, c'est aussi une histoire, c'est aussi des transmissions. Et cette valeur qui, à un moment, se transforme en valeur financière, au début, a une vraie valeur immobilière spécifique à son secteur. Et donc, la grande difficulté, c'est que les gens se sentaient complètement dépossédés de la valorisation des projets. Eh bien, c'est en reprécisant exactement quel était le cadre, le contexte dans lequel on allait intégrer l'IA, et d'une part, et d'autre part, en intégrant les architectes et les artisans qui travaillent parfois sur des pierres, sur presque de l'orfèvrerie, et des architectes sur la façon de créer l'algorithme et de lui permettre de faire certaines choses et de donner des résultats fiables. D'autre part, de faire de l'exploratoire sur des données et un petit peu de retravailler de façon itérative sur les nouvelles données que faisait apparaître l'intelligence artificielle. Mais sur ces nouvelles données, on a donné un droit de regard et on a demandé aux architectes et à tous ces gens-là de poser un regard et d'exprimer la valeur qu'avaient ces données-là. En faisant ça, on a réussi vraiment, d'une part, à intégrer l'outil, d'autre part, à faire en sorte qu'il ait été pris en main, et en troisième lieu, de modifier la signification de la valeur immobilière et de la valeur financière. Dans ce que tu dis, Benjamin, il y a effectivement un autre frein à l'adoption de l'IA, c'est comment quantifier la valeur. Et effectivement, c'est toujours difficile de faire cet exercice. Alors effectivement, quand on est sur des applications où on fait des gains de productivité, c'est assez immédiat. Quand on crée des nouveaux services, il faut repenser les business models, qui ne sont pas forcément les business cœur de l'entreprise. Et donc, c'est aussi une autre posture. Donc, la notion de valeur, elle est toujours compliquée, mais souvent à estimer, et souvent on l'oublie. Et donc, c'est dans les quelques entreprises dans lesquelles que j'ai pu accompagner, il y avait cette volonté de faire de l'IA, on intuitait un petit peu les gains, mais le fait de ne jamais les avoir un petit peu formalisés fait que certains projets sont devenus trop coûteux et finalement ont été abandonnés très tôt. Et le deuxième aspect, c'est en fait la méthodologie. On parlait d'organisation qui se transforme, mais c'est aussi les méthodologies de travail. Vous entendez tous parler de méthodologie agile. Et dans le contexte du développement de nouvelles IA, et finalement dans un contexte d'innovation au sens large, ces méthodologies agiles, justement, permettent de passer par ces étapes de manière itérative et très rapide. On a toujours cette première phase, je cite un petit peu le Gartner qui a formalisé un petit peu ce process-là, c'est la phase d'idéation avec vos parties prenantes. Là, vous allez faire émerger une bonne idée. Dans un deuxième temps, c'est la phase de Lean Startup, la confronter avec le calcul de la valeur avec vos clients et travailler en itération pour faire émerger un nouveau business model. C'est une phase entre le business et la conception sans avoir parlé de la faisabilité technique qu'on commence à adresser, on lève les premiers verrous. Et en fait, la troisième phase, qui elle aussi travaille par itération pour délivrer de la valeur en continu, c'est la phase d'industrialisation qu'on appelle souvent le POC, le MVP. Donc, POC pour proof of concept, ou MVP, Minimal Valuable Product, c'est-à-dire le produit avec le moins de fonctionnalités possible, tel qu'il délivre le maximum de valeur. Donc, les fonctionnalités cœur avant de faire toutes les fioritures. Donc, c'est aussi à prendre en compte quand on transforme les organisations et qu'on va vers le digital et notamment l'innovation au sens large, et notamment l'IA, la prise en compte de nouvelles façons de travailler en interne, au sein des équipes, au sein des entreprises et au sein d'écosystèmes avec nos parties prenantes, clients, fournisseurs,
mais aussi partenaires. Bien, je pense que je n'ai pas vu de questions, donc modestement, je me réserve le mot de la fin. Il s'agit d'intégrer tout cela et de ne pas voir les choses de façon séparée. Si on voit les choses séparées avec des briques, on finit par faire un casse-brique, alors que si on essaye d'intégrer à la fois la puissance, les données, le business, les services d'autres partenaires et la gestion des ressources humaines, une gestion efficace, on arrive à quelque chose de très harmonieux, très itératif, donc avec des réussites, des ralentissements, mais en tout cas qui vont toujours dans le bon sens. Petit mot d'humour d'un de nos participants qui disait en conclusion, il faut du temps pour utiliser l'IA de façon intelligente. Mais complètement, puisqu'il faut déjà se transformer, et c'est ce temps de transformation qui est en fait un temps de montée en maturité. La maturité individuelle, le temps d'acquérir des nouvelles compétences, de se projeter, la maturité organisationnelle, le temps de faire bouger les périmètres, de trouver les nouveaux processus, et puis le temps de sensibilisation en fait, de nos parties prenantes, à les convaincre des clients, des fournisseurs. C'est pas anodin. Il y a beaucoup de sujets autour de l'IA où il faut quasiment, au-delà de la vulgarisation, faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, prendre le bâton de pèlerin pour pouvoir expliquer. Et souvent, le marché est là, mais vous avez des problématiques d'adoption. Un très, très bel exemple de l'IA, c'est les lunettes intelligentes de Google, les Google Glass, qu'on a connues il y a déjà une dizaine d'années, mais qui n'ont pas pris dans le marché pour des problèmes d'adoption. Et donc, effectivement, l'IA doit monter en maturité avec le temps et aussi arriver au bon moment. Donc, il y a aussi le writing time. Bien. Alors, pour le mot de la fin, le mot de la fin nous a été donné par un participant, c'est encore mieux. Comme je vous disais, le document, vous pourrez télécharger le document dans le courant de l'après-midi ainsi que le replay et vous trouverez à la fin, donc sur la dernière page, toutes nos coordonnées si vous voulez nous poser des questions directement. Je vous remercie beaucoup encore de votre participation nombreuse et du temps que vous nous avez accordé pour vous présenter ces webinaires sur l'intelligence artificielle. Merci à tous pour votre temps et merci Benjamin pour cet échange très riche. À bientôt. Au revoir. Au revoir.